donc nous faisons ce prochain salon, donc Reluxury, qui sera donc le luxe de la deuxième main, le reluxe. Nous le faisons ici, donc au Président Wilson, du 4 au 7 novembre prochain. Et donc, toute la journée, j'avais une journée de travail pour préparer le salon. Donc, je suis là depuis ce matin à 9 h et c'était la course. Donc, je suis partie très, très vite. Je suis sortie de ma voiture, j'ai filé à ma réunion. J'ai rien pensé. Tout à coup, j'ai dit, mince, j'ai un déjeuner, je dois partir. À 12h15, je pars, je vais vers ma voiture. Je précise que c'est une Tesla. Et ma voiture ne s'ouvre pas. Je cherche partout, je vide mon sac, je vide tout. Ma voiture ne s'ouvre pas. Puis je ne comprends pas. J'appelle Tesla qui me dit, ah mais voilà, vous n'avez pas un double. Je dis, écoutez, non, tout ça. Elle me dit, mais en fait, votre voiture est offline. Je dis, comment elle est offline? Elle me dit, oui, mais il n'y a pas de réseau où vous êtes. J'ai effectivement, au sous-sol du Président Wilson, il n'y a pas de réseau. Et donc, je regarde avec ma lampe torche et je vois que ma clé est à l'intérieur. Et donc, la voiture ne s'ouvre pas parce qu'elle est offline. Et donc, mon application... Bref, tout ça pour vous dire que je suis là depuis ce matin, 9 h, avec une voiture donc, qui ne démarre pas parce que la clé est coincée à l'intérieur. Toi qui as une Tesla, tu feras attention. Et voilà, donc pour vous dire que le TCS qui est là, il est arrivé maintenant, 5 minutes avant la conférence. Donc voilà, c'était pour vous raconter une petite anecdote pour commencer et puis pour vous dire que la technologie, ce n'est pas toujours le bonheur. Donc voilà, donc effectivement, merci Enza pour ton invitation. Effectivement, on se connaît depuis quelques années et surtout, nous avons une activité artistique ensemble puisque nous chantons ensemble avec Enza. C'est comme ça qu'on s'est connus dans cette belle compagnie des tranchées. Et puis, donc, effectivement, moi, j'ai été pendant 22 ans la présidente de la Fondation de la Haute Horlogerie et du Salon international de la Haute Horlogerie, donc du SIHH, qui est devenu maintenant Watches and Wonders. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti annonçant qu'il y avait une nouvelle fondation qui se créait, qui va s'appeler la Watches and Wonders Geneva Foundation, avec 3 fondateurs que sont Rolex, Richemont et Patek Philippe. Donc, il y aura une nouvelle fondation pour organiser le salon. Voilà, donc je suis très heureuse parce que finalement, c'est l'aboutissement de 22 ans de boulot, d'arriver enfin à mettre ensemble autour de la table Rolex et Richemont. Donc, je suis très fière de ça. Voilà, mais ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Maintenant, j'ai une nouvelle aventure. Donc, je suis devenue un entrepreneur, comme vous tous. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et créé un nouveau concept de salon qui va donc s'appeler Reluxury. Reluxury sera donc le salon du reluxe. Donc vous savez aujourd'hui que c'est une tendance dont on parle beaucoup. L'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut plus continuer à consommer comme on a toujours consommé. On n'a qu'une planète. On la consomme très très vite, très très fort, de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans. J'ai des enfants de 25 ans pour l'aîné, de 15 ans pour le plus jeune. Et c'est tous des enfants qui m'interpellent là-dessus, en me disant « Mais maman, acheter neuf, c'est tellement ringard, quoi. C'est so yesterday. » Ma fille vivant à Londres et travaillant dans le milieu du cinéma. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une culture complètement différente. Alors je sais, moi je suis aussi de cette ancienne génération, mais il faut savoir que les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, acheter neuf, ça leur vient même pas à l'idée, quoi. Mais même pas à l'idée. Je parle plutôt dans les cultures anglo-saxonnes. Mais c'est en train d'arriver de manière très très forte en Europe, en France, en Suisse et en Allemagne. Mais les pays asiatiques également sont très friands, notamment la Chine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un marché qui a extrêmement mûri très très vite au niveau du luxe et qui aujourd'hui embrasse cette tendance vraiment du luxe de la deuxième main. Donc Reluxury sera le premier salon du luxe de la deuxième main. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font au travers souvent de ce qu'on appelle le CPO. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu quelques noms barbares pour parler de la deuxième main, parce que les maisons de luxe, elles n'aiment pas trop dire de deuxième main. Ce n'est pas très valorisant, on va dire. Deuxième main, à l'époque, il ne faut pas oublier, il y a quelques années, on était un petit peu honteux d'acheter d'occasion. Ce n'était pas très valorisé. Et aujourd'hui, comme je vous disais, notamment au niveau des jeunes générations, c'est de ne pas acheter d'occasion qui est complètement irresponsable. Ça, on doit vraiment le comprendre aujourd'hui. Et le paradigme change complètement. Donc tout ça pour dire que les maisons de luxe, elles doivent embrasser ce sujet parce que ce sont leurs clients qui vont le leur demander. Et comme ça a été le cas avec les voitures il y a 50 ans,
on a commencé à avoir des voitures d'occasion. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y avait tellement de voitures neuves qui avaient été vendues qu'au bout d'un moment, on s'est dit, attends, on va quand même juste pas mettre à la poubelle ces voitures et puis se dire, tiens, j'en ai marre, je la jette, je la froisse et puis j'en fais des compressions de César. Ouais, ok, mais ce n'étaient pas toutes les voitures qui ont fini en compression de César. Donc tout ça pour dire que ça a été une vraie demande de dire, mais attends, mais moi je veux revendre ma voiture, elle a encore de la valeur, ma voiture, parce que c'est une voiture de marque. Donc le marché de l'automobile s'est structuré parce qu'il y avait une demande des clients. Eh bien, on est dans la même logique aujourd'hui avec le marché du luxe. Le marché du luxe, les gens disent, mais je vais arrêter de consommer. Je ne peux pas avoir 250 montres, 300 sacs, autant de bijoux qui, pour la plupart, finissent au coffre, ne sont pas portés et qui pourraient certainement faire le bonheur de certains. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, consommons différemment, arrêtons de produire du neuf qui pollue, mais faisons revivre les produits qui ont déjà été produits, recyclons-les, upcyclons-les, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez par exemple décider de fondre vos bijoux et de recréer des bijoux. Et vous pouvez vous-même dessiner vos bijoux. Aujourd'hui, vous pouvez prendre vos foulards Hermès et décider d'en faire, de customiser des blousons en jean. Je veux dire, et vous serez très très contente parce que vous aurez l'impression d'avoir un nouveau blouson en jean vachement cool qui a été fait par Hermès. En fait, pas du tout. Il aura été fait avec un vieux carré Hermès que de toute façon vous avez hérité de votre grand-mère et que vous n'auriez jamais porté. Et tout à coup, ça devient un truc cool parce que c'est sur un blouson en jean et voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une vraie tendance de fond dans le luxe. Vous avez vu même qu'il y a aujourd'hui des grandes maisons de luxe comme Gucci qui se sont lancés dans le pre-owned. Donc, ils ont fait une marque à part qui s'appelle Gucci Vault et qui est vraiment le CPO de Gucci. Et ils commencent à avoir vraiment... Alors, ils sont très investis dans les nouvelles technologies, ils sont déjà dans le métaverse. Donc, vous pouvez vous habiller en Gucci dans le métaverse. Votre avatar peut s'habiller en Gucci dans le métaverse. Donc, voilà, on a aujourd'hui toute cette nouvelle façon de consommer du luxe qui est en train d'exploser. Donc, forte de ce constat, moi qui ai passé 22 ans dans l'horlogerie, j'ai toujours été fascinée par la capacité de ces maisons à tous les ans créer des nouvelles collections. Je me rappelle que Cartier, à l'époque, sur certains SIHH, sortait jusqu'à 100 nouvelles références par an, de montres. Hein. Je me dis, mais qui achète ça ? 100 nouvelles références de montres. Donc, alors qu'on a envie de quoi? On a envie de la Tank française, de la Tank américaine, on a envie de la Pacha, on a envie de la Santos, Dumont, on a envie de la Ballon Bleu, de la baignoire. Tu as raison, c'est ma préférée. Donc, on a envie de montres, de modèles iconiques. Qui se souvient encore de la clé? Ok. Donc voilà, pour dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce luxe-là. C'est plus possible. On ne peut plus continuer à consommer comme ça, à avoir des injonctions d'acheter toujours la dernière montre, le dernier collier, le dernier sac. On n'est plus du tout dans cette manière de consommer. Et d'où vraiment, à mon avis, cette importance du reluxe. Et pour aussi dire un message important, c'est que le reluxe, c'est encore le luxe. C'est toujours le luxe. Et ce sera toujours le luxe. Il ne faut pas oublier que les valeurs fondamentales intrinsèques du luxe, c'est d'abord la qualité, c'est d'abord la pérennité, c'est d'abord la réparabilité, et c'est ensuite la transmission. Donc ça, c'est les valeurs fondamentales du luxe. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, si vous ne savez pas faire des produits comme ça, vous ne faites pas du luxe. Et c'est Jean-Louis Dumas, qui était l'ancien président d'Hermès, qui disait « le luxe, c'est ce qui se répare ». Et c'est exactement ça. Donc c'est partant de ce constat-là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer un salon pour, quelque part, célébrer le reluxe, le luxe encore, le luxe nouveau qu'on va upcycler, qu'on va recycler, qu'on va revendre. Et donc, Reluxury sera cette première édition et sera à Genève. Donc, vous êtes très chanceux parce que vous allez pouvoir venir la découvrir. L'idée, c'est ensuite potentiellement de voyager parce qu'évidemment, c'est un salon que j'ai imaginé vraiment pour les clients finaux, pour tout un chacun. C'est vraiment aussi quelque chose, je vais passer un petit peu à travers notre site, comme ça vous donnera un peu une overview de ce que vous pourrez trouver à Reluxury qui va donc se tenir pile dans une semaine. Ça ouvre demain. Du 4 au 7 novembre au Président Wilson, donc où vous vous trouvez. Ce sera dans toutes les salles du sous-sol et tout au rez-de-chaussée.
Donc on aura à peu près 2000 m² d'exposition. Et nous aurons pour cette première édition à peu près une quarantaine d'exposants et de participants. Donc moi j'ai imaginé ce salon comme un salon vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire moi quand je prends un sujet, j'aime bien le traiter sur tous les points de vue. Parce que sinon c'est partiel forcément. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'il y aura à la fois des exposants, c'est-à-dire des gens qui vont venir vendre. Vous pourrez donc acheter des objets de luxe de deuxième main. Et donc j'ai voulu aussi quelque chose de plurisectoriel parce que je trouve qu'on a finalement c'est les mêmes clients. Quand on aime les beaux objets, on aime les belles montres, on aime les beaux bijoux, on aime les beaux sacs à main, on aime la mode, on aime les voitures de collection. Donc l'idée c'est vraiment de s'adresser à tous ces sujets. Donc peut-être tu arrives juste à mettre le site. Tu arrives à le mettre en grand? Donc voilà, donc là vous avez un compte à rebours effectivement où on voit qu'on est dans 7 jours, 5 heures et 56 minutes et 2 secondes. Donc le temps court. Et l'idée c'est vraiment donc d'avoir une approche à 360 degrés, c'est-à-dire c'est vraiment rethink, reinvent, repair and resell. Donc à la fois des exposants qui vont venir vendre des objets de deuxième main, donc vous allez trouver de l'horlogerie, de la joaillerie, des sacs à main et de la mode. Pour cette première édition, j'ai essayé d'avoir les voitures, ça a été un peu compliqué cette année, mais certainement que l'année prochaine, on aura des voitures de collection et du design également, du mobilier design, parce que pour moi, ça participe aussi quelque part à cette économie circulaire, de la restauration, etc. Donc on aura à la fois, donc peut-être on peut descendre, voilà, voilà. Donc, voilà, donc on aura donc des exposants, tu peux descendre encore. Voilà, resell, donc vraiment c'est les luxury goods. Donc l'idée c'est de venir, de pouvoir acheter, mais vous pourrez aussi amener vos objets. Parce que nous aurons des experts qui seront sur place et qui vont pouvoir évaluer vos objets. Si tout à coup vous dites, ah mais tiens j'ai ce truc là dans le coffre depuis 10 ans, je vais peut-être le sortir et vous pourrez l'amener, vous pourrez rencontrer des experts qui seront là pour les évaluer, les certifier. Donc on aura des experts dans les ventes aux enchères qui seront présents également, puisqu'on est c'est la semaine des ventes aux enchères à Genève. Vous savez qu'il y a les ventes de Christie's, Sotheby's, Philips, Antiquorum et so on qui seront toutes en même temps cette semaine à Genève. Donc on a une clientèle internationale de collectionneurs qui vient à Genève spécifiquement à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire Reluxury à cette période-là. Donc vous pourrez donc non seulement acheter, mais vous pourrez aussi revendre, parce que ces experts et ces plateformes qui seront présentes peuvent décider de vous acheter votre objet. Voilà, après vous mettre d'accord sur le prix, mais l'idée c'est que c'est vraiment voilà, un endroit où on pourra acheter et on pourra vendre. Et puis surtout, ce qui est super important pour moi, parce que vous allez voir après dans les gens qui participent, ce marché aujourd'hui, il est essentiellement en ligne. C'est essentiellement un marché digital. Je pense notamment pour les montres et pour la joaillerie, surtout les montres d'ailleurs. Et c'est très compliqué quand même d'acheter une montre à plusieurs dizaines de milliers de francs ou même quelques milliers de francs en ligne sans l'essayer, sans la voir, sans avoir la garantie de la traçabilité, sans avoir la garantie de l'authenticité. Là, l'idée, c'est d'avoir ces gens qui sont là, qui s'engagent, qui sont présents, qui présentent leur traçabilité, leur sourcing, d'où viennent les pièces. Vous aurez des certificats d'authentification, donc c'est vraiment des professionnels de la deuxième main. Même si on ne dit pas deuxième main, j'ai commencé à vous raconter ça, dans le luxe aujourd'hui, il faut voir qu'ils inventent plein de mots pour parler de la deuxième main. Alors on dit du CPO, donc le CPO c'est le Certified Pre-Owned, donc c'est vraiment certifié. Vous avez entendu? Pardon, excusez-moi. Vous avez jamais entendu? Non, je disais tous anglais, bien entendu. Of course. Donc Certified Pre-Owned, ça c'est pour parler de la deuxième main en fait. Alors comme il se trouve c'est pas très clair, Certified Pre-Owned, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc ils ont dit Pre-Loved. Donc c'est des pièces pre-loved, elles ont été pré-aimées. Donc comme moi je suis pre-loved and pre-owned, j'ai décidé de me lancer dans l'organisation de ce salon. Donc ça c'est la partie resell. Ensuite on aura, je te laisse plus, si tu arrives à descendre encore. Voilà, on aura une partie que j'ai appelée Rethink. Donc là pendant 4 jours vous aurez des conférences sur toutes les thématiques de l'économie circulaire dans le luxe. Donc l'upcycling, le recycling, la blockchain, les NFT, le métaverse. Donc normalement, à la sortie de ces 4 jours-là, vous n'aurez plus aucune interrogation sur vous serez des champions de l'économie circulaire dans le luxe. Et donc c'est vraiment pour moi des conférences aussi que j'ai voulu très didactiques. Donc c'est plutôt pour le grand public.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment des startups qui arrivent avec des choses, des innovations complètement dingues, quoi. Je veux dire, il y a des gars qui font des diamants à partir de l'air qu'ils extraient dans l'atmosphère. Donc, avec le storytelling qui va avec, vous dites, ah ben tiens, j'ai rencontré ma femme à Capri, ben, je vais lui offrir un diamant de Capri. Donc, il va aller prendre l'air à Capri et il va vous créer un diamant de Capri. Vous avez des gens qui font de Mud Jeans, par exemple, qui est une start-up hollandaise qui fait des jeans en leasing. Qui aurait cru qu'on pourrait louer son jean? Bon, des choses très intéressantes. Il y a des choses un peu bizarres et puis des choses très pertinentes. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à venir écouter ces conférences. C'est en libre accès, donc voilà, moyennant une finance d'entrée. Mais je vais voir avec Hamza si on arrive à faire quelque chose pour vous inviter. Et voilà, donc pendant 4 jours, vraiment des conférences, des speakers avec des speakers internationaux, vraiment des gens qui viennent du monde entier et qui sont des spécialistes de ces questions. Et puis le lab, donc c'est ce que je vous ai parlé, c'est un petit peu la partie start-up où on aura un petit peu vraiment des gens, des jeunes entrepreneurs qui investissent dans aujourd'hui des nouvelles initiatives dans le luxe. Et puis quelque chose qui est très important pour moi également, c'est la clinique. Alors normalement on a des images, mais bon, ça n'a pas l'air de marcher. Donc Restore, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est Jean-Louis Dumas qui disait le luxe c'est ce qui se répare. Et donc nous aurons 16 artisans, les meilleurs artisans de la réparation et de la restauration des objets de luxe. Donc on a pris évidemment des gens plutôt de Genève et Grand Genève, et donc vous aurez des gens qui réparent, qui customisent des sacs à main. On a des lunetiers qui sont capables de refaire vos lunettes. Vous savez que des lunettes en écaille de tortue, ça se répare. Parce que l'écaille de tortue, c'est de la kératine, et donc ça se greffe. Donc une paire de lunettes en écaille de tortue, elle n'est jamais cassée. Elle coûte un peu plus cher. On aura des gens qui évidemment réparent les pierres. On a un jeune lapidaire, par exemple, qui s'appelle Thibault Leclerc, qui est capable de réparer des pierres qui auraient été abîmées. Il a réparé la chevalière, je crois, une des chevalières qui aurait appartenu à Napoléon. Donc voilà, nous serons 16 artisans vraiment qui vont travailler devant vous et qui sont là pour se faire connaître parce que souvent c'est des bonnes adresses qu'on se passe mais qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et puis la dernière partie, c'est acheter vos tickets, je crois. Voilà, ça sera donc au président Wilson. Je pense que tu peux encore descendre un peu plus. Voilà. Alors, qui va venir? Alors, contre toute attente, eh bien aujourd'hui j'ai un partenaire majeur que je suis allée chercher aux États-Unis qui s'appelle eBay. Aujourd'hui, eBay, il faut savoir qu'aux États-Unis, on achète des voitures à plusieurs millions sur eBay. Ce n'est pas du tout le cas en Europe. Ils n'ont pas du tout cette image-là de luxe et ils investissent à fond parce qu'ils veulent justement aussi, quelque part, s'acheter une légitimité sur le luxe. Donc, ils viendront vraiment avec aujourd'hui des partenaires majeurs dans le luxe avec lesquels il faut savoir qu'eBay, c'est une plateforme, donc ils n'ont pas d'inventaire. Donc, ils travaillent avec des gens qui ont des inventaires. Donc, par exemple, ils seront avec leur partenaire horloger qui est Watchfinder, qui appartient à Richemont. Donc où il y aura effectivement des montres, CPO, mais toute marque de montres, hein, donc c'est pas que des montres de Richemont, il y aura essentiellement du Rolex d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que Richemont est le premier vendeur de montres en Rolex au monde, c'est le premier détaillant, grâce à Watchfinder. Ensuite on a donc 3 autres par exemple gros partenaires qui sont Watchbox. Watchbox aujourd'hui est la plus grosse plateforme de vente en ligne de montres de collection. Ils se sont créés en 2015, ils font déjà 330 millions de francs. Donc pour vous dire que c'est un marché qui est en train d'exploser complètement. Richard Mille, qui est une des marques les plus désirables au monde dans l'horlogerie et qui malheureusement a plus grand chose à vendre, victime de son succès, mais qui viendra présenter plutôt des montres, lui, iconiques et des montres que la plupart des gens n'ont jamais vues en fait. La première RM001, il en a fait 7 dans le monde et évidemment elles ont toutes été vendues, donc personne ne les a jamais vues. La montre, je crois, du pilote, vous allez me corriger, je ne sais jamais si c'est Romain ou Sébastien Grosjean qui a eu l'accident à Dubaï sur le circuit de Formule 1. C'est Romain? Voilà, je les confonds. Sébastien, c'est le joueur de tennis, c'est ça? Bon, il y en a un qui s'est inscrit le tennis. Et donc la montre Richard Mille qui portait au poignet au moment de son accident et s'est arrêtée à l'heure exacte de l'accident sera présentée également sur eLuxury. Voilà, donc plutôt des montres, on va dire, qui font partie de l'ADN et de l'histoire de Richard Mille. Ce qu'il faut savoir, c'est que Richard Mille, c'est une des maisons qui a en premier embrassé vraiment le sujet du CPO. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, quand je vends des montres qui vont quand même minimum 50 000 francs, je pense, pour les premiers prix à mes clients,
la vie de ces montres m'intéresse. Je ne peux pas juste dire, ok, j'ai vendu, bah, débrouillez-vous, je ne veux pas savoir ce que vous en faites. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui, dès le début, s'est intéressé à cette thématique de la vie des montres, du service après-vente quelque part, et vraiment d'accompagner ses clients avec la vie de leur montre, les revendre. Si aujourd'hui vous avez une montre Richard Mille est en capacité de vous la racheter et de vous en vendre une autre, ou même pas forcément. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Ils sont très peu de marques à le faire aujourd'hui. Il y a Richard Mille, il y a Audemars Piguet, il y a Zenith qui sera également sur le salon. Zenith sera là avec sa collection Icons. Et ils y vont de plus en plus, mais assez doucement. En général, ils travaillent plutôt avec des partenaires type Watchbox ou Watchfinders, parce certains ont des difficultés à se dire je vais racheter moins cher un objet que j'ai vendu plus cher il y a quelques années. Donc ils ont toujours un peu cette difficulté à se dire c'est pas mon rôle de faire ça. Mais de toute façon, ils vont devoir y aller. Ils sont obligés. Parce que les clients, ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans une étude, on s'aperçoit qu'il y a 70% des gens qui seront plus enclins à acheter une montre de deuxième main auprès de la marque qu'auprès d'un détaillant, même accrédité ou une plateforme. Parce qu'il y a la crédibilité et la certification et la traçabilité de la marque. Donc de toute façon, ils vont devoir y aller, qu'ils le veuillent ou non. C'est comme les voitures d'occasion. Et puis notre dernier autre gros partenaire, c'est Origin Foundation. Origin Foundation est une fondation suisse qui a été créée à Neuchâtel, qui fait partie des startups de l'économie, la nouvelle économie, du Web 3, comme on dit, et qui aujourd'hui a créé en fait leur passeport, c'est la biométrie de l'objet. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, quand vous avez un certificat d'une montre ou d'un bijou, en général c'est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire c'est une carte à côté, ou c'est un QR code, enfin c'est un truc qui n'est pas l'objet. Là, l'idée, c'est la technique un peu de la biométrie de l'objet. Donc, c'est comme un scanner. Il faut imaginer que votre montre, elle va être prise vraiment sous tous les angles, 10 000 points, etc. Et donc, on va voir le moindre défaut, etc. Donc, ils mintent les objets. Ils créent des passeports digitaux qu'ils encryptent dans la blockchain. Et donc, du coup, si cette montre, elle est volée, et si un jour, elle est retrouvée, j'en sais rien, en Hong Kong, ils peuvent la passer dans ce système et dire « oui, c'est cette montre », même si elle a été modifiée, même si, voilà. Donc, ça permet vraiment que la montre elle-même soit, l'objet lui-même et son propre ADN. C'est comme l'empreinte digitale ou l'iris pour l'humain. Voilà. Peut-être, on peut passer sur la partie exposant. C'était tout en haut, comme ça je montre qui. Exhibitor, à côté. Exhibitor, voilà. Ah, bah ça marche pas, super. Donc voilà, on va vous dire qu'il y aura à peu près, donc je vous ai dit, une quinzaine d'exposants, vraiment, donc ils vont vendre. Donc vous aurez donc des montres, des bijoux, donc des plateformes de bijoux comme Castafiore, Crésus, si vous connaissez, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt connu en France. 58 facettes, qui fait aussi du bijou vintage. Et chaque fois, vous aurez des experts. Donc c'est vraiment des gens qui sont capables d'évaluer vos bijoux, de vous les proposer, de vous les racheter si vous le souhaitez. Voilà, donc on aura vraiment cette plateforme d'échange. Voilà, donc 58 facettes, la maison Piguet que vous devez connaître, qui viendront avec une collection de sacs à main en preview de leur vente aux enchères du mois de décembre. Castafiore, eBay, Iconic, qui est une maison de vente aux enchères de montres. Origin Foundation, j'en ai parlé. Ponty Collection, que vous devez connaître, qui est un gros détaillant sur Genève. Richard Mille, j'en ai parlé. Yves Saint Laurent Vintage, nous allons avoir un grand collectionneur qui s'appelle Olivier Châtenay, qui était celui qui avait le plus gros fonds de Yves Saint Laurent Vintage, qu'il a revendu à Yves Saint Laurent d'ailleurs il y a quelques années, et qui en a gardé quelques-uns pour nous. Et donc il va venir faire une exposition. Alors là, ce ne sera pas à vendre, mais ce sera vraiment le style Yves Saint Laurent, ce sera une espèce d'hommage à Yves Saint Laurent, silhouette Yves Saint Laurent. Et heureusement quand même, il aura quelques pièces de sa collection Yves Saint Laurent Vintage à la vente. Et nous aurons donc d'ailleurs d'autres dans la section fashion. Nous avons Julia Dressing, In Situ, Génération Suisse, c'est Thierry Mesritz, peut-être vous la connaissez, Closette Genève, Victoria Eldrich, voilà, qui sont vraiment des jeunes femmes, souvent d'ailleurs, pas toutes jeunes, mais des femmes, qui se sont vraiment lancées dans le business de la deuxième main des marques de luxe. Donc Valentino, Pucci, Saint Laurent, enfin voilà, Chanel évidemment, etc. Donc là, on aura vraiment, c'est plutôt pour femmes, hein, je dois avouer, il n'y aura pas trop pour messieurs, voilà, et ce sera les montres pour messieurs. Et puis enfin, je ne sais pas si on a la partie
la partie clinique où on voit les artisans qui sont là. Je sais plus mal. Ouais, clinique, voilà. Donc ça, c'est tous les gens de la clinique qui seront là. Vous aurez par exemple Initium, je ne sais pas si vous connaissez Initium, qui sont à Genève, vous avez la possibilité de faire votre montre en fait. Donc, et vous pouvez choisir, la personnaliser complètement. Et c'est dans des prix tout à fait abordables. Je crois qu'on part avec une montre. Enfin bon, c'est quand même 2 000 à 3 000 francs, mais c'est pas cher et charmille quoi. Manufacture Bel Air par exemple, là c'est vraiment. Ils font plutôt shoemaker, mais non, c'est pas des choux, c'est des bagues, c'est des laser makers. Dr Sneakers que vous devez connaître, qui fait non seulement qui est bottier, donc il est capable de faire une chaussure sur mesure, de vous la réparer, de vous faire les semelles de vos Berluti, et puis vous pouvez faire aussi vous refaire vos Balenciaga ou vos Jordan à 3 millions la paire, comme mon fils m'a montré la dernière fois sur StockX. Nina Marina de la joaillerie, enfin voilà. Donc je vous laisserai venir découvrir tous ces artisans magnifiques qui seront présents. Et puis je pense que le dernier, c'est encore peut-être le programme des talks. Si tu peux peut-être encore aller là-haut. Voilà, le talks, voilà. Donc les talks, vraiment, c'est ce que je vous disais. On va avoir donc pendant 4 jours des conférences sur toute la thématique donc, de l'économie circulaire. Et puis peut-être je vous en dis 2 en particulier parce que je trouve très intéressant. On aura vendredi soir à 18 h la projection d'un film qui s'appelle Slay, en présence, tu dois l'avoir un peu plus bas, à 18 h. 18 h, voilà, on y est, 6 h. Avec Rebecca Capelli, qui est la réalisatrice, c'est une jeune réalisatrice qui dénonce en fait les conséquences de la fast fashion et notamment des violences animales. C'est un très très beau documentaire qui dure 1h30, qui a eu des prix. Donc voilà. Il sera diffusé, il sera en présence de la réalisatrice qui sera là. Et samedi soir, nous avons également à 18 h un autre film qui s'appelle Sur le front, Où finissent nos vêtements, qui est un film de Hugo Clément, que vous pouvez peut-être connaître, qui est un journaliste un peu star de la télévision française, qui est très engagé, limite activiste, sur la partie sustainability. Et voilà, ça c'est aussi par exemple, vous savez, les fameux conteneurs, là, dont on nous encourage à mettre nos vêtements en nous disant ça va chez Emmaüs ou je sais pas chez qui d'ailleurs. On nous dit voilà, c'est bien, il faut mettre tes vêtements là-dedans. En général, ils finissent sur une plage au Ghana. Voilà. Donc c'est assez inspirant et intéressant de rencontrer ces gens qui sont des artistes qui sont engagés. Et voilà, et donc je suis très heureuse d'avoir réussi à amener sur un projet comme ça des personnalités qui sont inspirantes, qui sont intéressantes. Et voilà, donc j'espère vraiment pouvoir vous accueillir à Reluxury, vous dire que c'est un sujet de fond, que c'est un sujet qu'il faut absolument dédramatiser, que ça permet aussi à une clientèle qui n'avait pas forcément accès à ces marques de luxe d'avoir accès, parce que ça permet aussi d'avoir parfois aussi des choses à des prix plus abordables que le neuf, les premières collections. Et puis ce qu'il faut voir aussi, ça change vraiment complètement la perspective de la consommation, c'est-à-dire que ce n'est plus de la consommation, c'est de l'investissement. Et ça change tout. Voilà, donc je vous attends du 4 au 7 novembre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu, vous avez vu qu'il y a certaines, notamment je parle dans l'horlogerie, certaines pièces iconiques qui valent plus cher d'occasion que neuves. Si on prend certaines références de Patek Philippe ou de Rolex, si vous avez la chance d'en avoir une parce qu'il faut attendre à peu près 3 ans, et moi je connais bien les gens chez Patek Philippe, ils m'ont dit ah Fabienne, toi c'est 3 ans. Ah ok, super. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est 5 ans. Donc, et si vous avez la chance d'en avoir une, peut-être d'avoir allocated, si on a une allocation, eh bien, vous traversez la rue, vous allez la revendre en face, et puis elle a fait x3. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était un marché qui devient aussi de plus en plus spéculatif, et c'est difficile parce que c'est aussi à double tranchant. Voilà, ça peut aussi faire du mal à certaines marques qui du coup, on se dit mais attends, c'est pas normal quoi. C'est un peu comme la bulle, à un moment, la bulle internet, la bulle immobilière, les subprimes, il y a des choses, c'est pas logique. Ce phénomène est en train de se tasser un petit peu,
mais ça reste quand même, moi je vous dis, il y a 6 mois, vous faisiez ça, vous faisiez x3. Là aujourd'hui, vous faites x2. Donc c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas normal. Voilà. Et c'est que sur certaines références, évidemment. Sinon, en général, avant, on pouvait estimer qu'une montre, par exemple, de deuxième main, vous pouviez l'avoir à -50, -60. Aujourd'hui, on est quand même plus à -20, -30. Donc le phénomène quand même de la deuxième main prend de la valeur. Et notamment sur les pièces iconiques, qui sont des best-sellers, des pièces plus rares. Il faut savoir que les marques aussi jouent un peu sur ce qu'on appelle la scarcity, la rareté de ces pièces-là. Et donc voilà, il y a vraiment ce phénomène-là. Et c'est vrai que oui, pour revenir à ce que je vous disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça change vraiment le paradigme de dire, ben non, je ne suis pas un consommateur, je ne consomme pas des choses, mais j'investis. J'investis, j'achète des pièces qui vont prendre de la valeur, qui vont durer et que je vais pouvoir transmettre. Donc c'est aussi cette approche, je veux dire, de changement de perspective qu'apporte la deuxième main. Voilà, donc vous dire que je vous serai heureuse de vous accueillir la semaine prochaine, à la même heure, au président Wilson, avec ma clé dans la poche, normalement. et puis voilà, et puis Anza, je serais heureuse d'inviter en fait tout le monde, si vraiment, voilà, parce que maintenant on est à l'expert. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Mais je pense n'hésitez que ça pas. va fuser les questions. C'est toujours la première qui est toujours la plus difficile. Alors allez, on se lance. Merci de dire qui vous êtes. Alors, Sixtine. Ah, mais salut Sixtine. Il n'y a pas d'art, en fait. Alors, non, il n'y a pas d'art. C'est vrai que je m'étais posé la question et c'est vrai que je l'ai appelé Reluxury. Donc, on reste quand même encore dans le domaine, entre guillemets, du luxe. Mais c'est vrai mais quelque part j'avais pas envie de faire des choses qui étaient déjà faites. Je pense que dans l'art il y a énormément de magnifiques foires d'art qui existent et tu le sais très bien. Vous allez à Maastricht, à TEFAF, vous allez à Masterpiece, vous allez à la Biennale des Antiquaires, vous allez partout, même tu en as fait à l'époque au Manège à Moscou si je me souviens bien. Donc des foires d'art il y en a dans le monde entier. Donc bon, je ne vais pas commencer à compéter avec des gens qui font ça très très bien. Moi, je me suis vraiment plutôt positionnée sur un segment qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a soit, on va dire, le flea market, quoi, le marché aux puces, tu ne sais pas trop ce que tu achètes, soit tu achètes en ligne, mais vraiment un salon dédié à des acteurs de la deuxième main dans le luxe qui sont crédibles, qui ont pignon sur rue, qui sont des gens sérieux. Ça n'existait pas. Voilà. Et je trouvais que c'était important de le faire parce que c'est encore une fois une tendance de fond que vous avez. Bon, il y a beaucoup d'articles, mais pour n'en citer qu'un, j'avais pris plein de chiffres que je ne vous ai pas donnés d'ailleurs. C'était dans. Voilà, il y a eu une étude de Deloitte qui est sortie récemment qui dit qu'effectivement, d'ici 2030, le marché des montres de seconde main pourrait représenter 35 milliards de francs, soit plus de la moitié du marché primaire. Aujourd'hui, on est à peu près 50 milliards. D'accord. Donc aujourd'hui, on est vraiment... et ça va mais exploser. Ça va être vraiment... La croissance aujourd'hui du second-hand, du marché du luxe du second-hand, c'est à peu près 8%. La croissance annuelle du marché primaire, on est 2-3%. Donc ça va plus vite et ça touche le monde entier, quoi. Je suis d'accord. Je te félicite. Merci. Tu peux nous donner ta définition du luxe? Oula, alors ça c'est vrai, j'aurais pu y réfléchir. C'est pas qu'on me l'a jamais posé en même temps. Ma définition du luxe, je pense qu'elle est très différente aujourd'hui à 55 ans qu'elle l'était il y a 20 ou 30 ans quand j'ai commencé là-dedans. Parce qu'effectivement, avant le luxe, ça va côté un petit peu... c'était la singularité, c'était l'exclusivité, c'était la qualité. Donc c'était un peu statut symbole, quoi. C'est-à-dire si moi j'ai cet objet, moi j'ai du goût, moi je sais. Donc c'était un peu ça, hein, entre guillemets, les valeurs. Maintenant, je suis plus trop là-dedans. Je pense qu'au contraire, et ça confirme un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, le luxe, c'est vraiment les choses qui durent, quoi. Les choses qui durent, les choses qui sont pérennes.
les choses qui sont peut-être plus lentes, on est moins dans cette frénésie de la consommation à tout prix, d'avoir le dernier truc, mais d'avoir des choses qu'on aime, un objet dans lequel on pose une intention, dans lequel il y a des émotions qui sont liées, parce que c'est une montre qu'on vous a offert pour, j'en sais rien, votre première communion, ou pour votre bar mitzvah, enfin, voilà, les objets en général de luxe racontent des histoires, sont liés à des histoires personnelles, à des sentiments, ou à des passions. Et aujourd'hui, je suis plus dans cette définition-là. Et puis pour moi, aujourd'hui, le luxe, c'est le temps et l'espace. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir bien saisi. Vous permettez de dire pour qui vous êtes. Bonjour, Jean-Philippe Prince. Très belle initiative. Je suis aussi un entrepreneur qui aussi ce genre de projet. J'ai juste un commentaire et une question en même temps. Vous avez défini une audience qui est relativement jeune et certainement un petit peu aisée, qui a envie d'investir. Et comment vous appréciez une audience qui serait plus dans une attitude d'usage? Parce qu'on voit ça dans d'autres segments de marché où finalement, c'est vrai que les gens, cette population plutôt jeune, digitale, n'a pas forcément envie de posséder quelque chose, mais plutôt à la recherche d'un usage qui peut être limité dans le temps. C'est juste, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est l'histoire du jean en leasing, quoi, c'est-à-dire, ou de la possibilité de louer. Donc on est vraiment dans cette ubérisation de la consommation, et de plus en plus également dans le luxe. On voit des plateformes où vous pouvez louer une robe pour une soirée, vous pouvez louer un bijou, vous pouvez louer une montre, vous pouvez louer un sac, le hit bag. On n'en parle plus trop des hit bags. Mais voilà, on est aussi dans cette, dans ce phénomène. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le luxe, il a mis beaucoup de temps à embrasser le digital, le luxe. Parce que moi, j'ai travaillé, donc ça fait depuis longtemps, ça fait 25 ans que je travaille dans cet univers-là. Et il y a 25 ans, c'est pas vieux 25 ans en fait. C'est l'âge de ma fille, c'est vraiment pas vieux, c'était hier. Et il y a 25 ans, si on avait dit, tu vas acheter des montres et des bijoux en ligne, j'aurais dit, mais jamais, Cartier, mais jamais. Comment jamais? Non, jamais. Je dis, mais bien sûr. Demain, tes boutiques, ça va devenir des showrooms. Ça va devenir des endroits d'expérience où tu vas rencontrer ton client, où tu vas lui expliquer ce que tu fais, tu vas expliquer les métiers qu'il y a derrière, le savoir-faire, tu vas expliquer la valeur de ton produit. Tu vas raconter une belle histoire. Et ça va être un endroit où c'est l'entertainment, quoi. Tu vas vraiment t'occuper de ton client, tu vas le séduire. Mais qu'est-ce qu'il va faire ton client? Sorti de la boutique, il aura essayé, il se dit, ouais, c'est ça là que je veux, c'est sûr. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet et il va chercher le meilleur deal. Et si c'est Hong Kong, alors il n'a pas prévu d'aller la semaine prochaine à Hong Kong, mais il a un ami d'un ami, voilà. Et de toute façon, il va chercher le meilleur deal. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 30% du luxe qui est online. Alors, merci la pandémie, ça a aussi beaucoup aidé. Mais il y a 30% de tout le business du luxe qui se fait online. Ce qui était impensable il y a même, même pas 25, 10 ans. Il y a même 10 ans, c'était impensable. Et pourtant, ça se fait. Donc moi, je vous prends le pari là que la seconde main, le e-commerce, le pre-love, le CPO, vous la faites comme vous voulez, dans 10 ans, même avant, parce qu'ils vont là, je pense qu'ils vont se dire quand même qu'il faudrait être un peu plus réactif, ils y seront, forcément. Merci Fabienne. Moi je voulais dire pour Victoire. Voilà, Victoire Gros, membre du CDE. Je travaille aussi pour des familles de la Chastelle et avec leurs amis, tout ça, et les personnes ne pensent pas du tout luxe. Pour eux, acheter quelque chose de bien, c'est s'adresser à une bonne maison, avoir des objets qu'on peut transmettre de génération en génération, qu'on peut assurer, on peut avoir un petit peu partout. Et moi, on ne me dit pas j'ai un truc de luxe parce que j'ai tel bijou ou bien telle chose. On va me dire bon, je prends tel avion, je me prends telle chose. Est-ce que c'est dans telle ou telle ville ou est-ce que c'est. Donc, ils ne pensent pas du tout au luxe, ils pensent que c'est vraiment
bonne qualité, bonne maison, voilà. Je La pense que c'est question, ça. la question. Alors c'était ça, c'était juste le mot luxe. Non mais c'est vrai, tu as raison, le luxe est complètement galvaudé. D'ailleurs c'est un mot de la même façon que les maisons de luxe, pour le coup, n'aiment pas. Mais oui, c'est des... Ben alors, tu vois, d'ailleurs elles s'appellent toutes maisons aujourd'hui. Hein. T'en as pas une qui dit... voilà, mais c'est quand même toutes des entreprises, excuse-moi, qui font du business et qui sont là pour les vendre. Donc bien sûr, ils font des choses de qualité, je ne suis pas en train de dire, et il y a des très très belles maisons de luxe, mais ça reste des maisons de luxe. Enfin, je veux dire, après on aime ou on n'aime pas le mot, mais... Mais disons pour ces gens-là qui se servent facilement comme nous, on s'achèterait un café, on s'achèterait des choses, si on emploie le mot luxe, non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que le mot luxe est très galvaudé, et puis comme les maisons de luxe ne veulent pas utiliser le mot second hand ou d'occasion, de la même façon, les maisons de luxe disent non, mais moi je ne fais pas du luxe, moi je fais du... Je fais du haut de gamme. Il y avait une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Damien Hubert, je représente un cabinet de conseil qui est spécialisé en business développement. Donc, on outsource le développement commercial pour les startups et les multinationales qui sont désireuses de s'installer sur le marché suisse et ou à l'international. La question est la suivante. Vous êtes devenue entrepreneuse. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour organiser un tel salon? Puisqu'au regard de votre présentation, vous avez fédéré énormément de partenaires, de marques. Donc, quel a été votre parcours depuis le premier jour où vous avez pensé? Une galère sans nom. Une galère sans nom. Ouais, voilà. Je pense, honnêtement, là, je suis contente parce que je suis à bout touchant et je vois que ça prend. On a une bonne presse, on a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits. C'est vrai que j'avais un réseau personnel très important. Les gens me font confiance, les gens me connaissent. Donc, je suis une marque un peu, entre guillemets, une garantie de qualité. J'ai une crédibilité qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que la nuit, parfois, je me réveille et je me dis, mais en fait, qui m'a demandé de faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais d'autres choses, en fait? Pourquoi tu fais ça? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que je te répondrai le 4 novembre à cette question. Parce que si le 4 novembre, les gens sont là, les gens me disent déjà que c'est bien, que c'est une bonne initiative. Mais moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc si vraiment l'événement est un succès, bon, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant envers moi-même et envers les autres. Donc je trouverai toujours des défauts, ça c'est clair, je suis jamais contente. Mais j'ai aussi quand même la capacité de voir que je pense que c'est un vrai sujet, que c'est un sujet d'actualité, que c'est un sujet qui intéresse les gens, que c'est un sujet qui n'a pas été traité et qui est en devenir. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée, une bonne initiative, mais c'est vrai que ça a été une galère sans nom. Parce que c'est très difficile de comiter les premiers participants, notamment les marques. Moi, au début, je me suis dit, je vais aller voir les marques, je les connais tous. Tiens, salut François-Henri, salut Richard, salut Thierry Vigneron, salut... voilà, je les connais tous, je les tutoie tous. Ben non, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. C'est très compliqué de les convaincre. C'est très compliqué parce que d'abord, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont plein d'autres projets, ils ont l'agenda plein sur les 2 prochaines années. Et moi qui arrive avec mon idée en disant mais c'est génial, mon enthousiasme a été vite douché. Combien de temps t'as fallu? Depuis une année, ça fait une année que je bosse dessus. Voilà, j'ai commencé en novembre 2021 et c'était déjà super tard. Donc voilà, je pense que j'ai rencontré 200 personnes à peu près. Voilà, facilement, j'ai parlé avec 200 personnes dans tous ces milieux-là. Et puis tout le monde m'a dit c'est génial, c'est une super idée, mais l'année prochaine. Ah ok, super, mais alors si vous m'aurez demandé tout ça, il n'y aura pas l'année prochaine parce qu'il n'y aura pas cette année. Donc voilà, c'est ça qui a été compliqué. Et j'avoue que ce qui est la chance que j'ai eue, quelque part, je pense que j'ai un petit ange, la chance que j'ai eue, c'est de trouver eBay en fait. Franchement, je ne serais jamais, d'abord je ne les connaissais pas, eBay c'était vraiment pas dans mon scope.
Et il se trouve que je les ai rencontrés au mois d'avril sur des pistes de ski à Val d'Isère, croyez-le. Et parce que je faisais partie de Summit, le Sommet du Luxe à Val d'Isère, une amie journaliste qui organisait, qui avait invité eBay, et elle me dit ah, il faut absolument que tu me parles de ton projet et tout. Et donc voilà, je vois le patron d'eBay Luxury, un Indien qui ne skie pas du tout d'ailleurs. et voilà, et je lui parle de mon projet, et il me dit ok, I'm him. Et le type est, je pense, Asperger et il m'a dit ok, je signe, c'est où? Et j'ai dit ouais, mais bon, combien? Je me suis dit combien? Attends, je vais réfléchir. Et voilà, et donc c'est vrai que honnêtement aujourd'hui, c'est eux qui sponsorisent la moitié du projet financièrement. Donc si j'avais pas eu eBay, probablement je l'aurais pas sorti, c'est vrai. Donc c'est aussi de la chance, c'est aussi de la rencontre, enfin, vous savez ça mieux que moi. Et en même temps, après, j'avais tout de suite Watchbox qui m'avait dit oui, je suis dedans, ça me plaît. Donc ça c'est super aussi parce que dire oui alors qu'il n'y avait rien de concret. Richard Mille pareil, il se trouve que voilà, c'est aussi des gens que j'ai beaucoup aidés moi aussi, pour X raisons. Donc voilà, c'est des gens, c'est aussi un peu, je pense, quelque part du renvoi d'ascenseur. Mais ça permet aussi de faire démarrer un projet. Mais c'est pas si simple, je m'étais mis un go-no-go à fin juin, si vous voulez tout savoir, là. Et à fin juin, il me manquait 150-200 000 francs pour bloquer, pour finaliser mon projet. Donc c'est quand même, voilà, moi j'ai pas envie, j'ai pas forcément cet argent à mettre dans ce projet-là, pour servir le business de gens qui gagnent bien plus que ça. Donc j'ai dit qu'est-ce que je fais, etc. La structure sur laquelle je m'appuyais à l'époque m'a dit écoute, c'est pas notre métier, nous on fait des événements, on n'est pas là pour faire des salons, on fait pas. Ok, donc je crois avec mon bébé sur le bras, 30 juin, et j'ai dit je fais quoi? Et là par ailleurs, j'avais des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années qui me disent ah mais moi je dois monter une structure en Suisse pour organiser des événements qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont des courses de e-bot, vous voyez, donc rien à voir. Et me disent on aimerait Fabien que tu prennes la direction, mais ça ne sera pas avant septembre, est-ce que tu es d'accord? Je dis bon, pourquoi pas, enfin, voilà. Puis d'un coup je dis je vais l'appeler, quoi, je vais dire écoute, ta structure là, tu veux pas un projet qui est prêt quasi, et le gars m'a dit ok Banco, on y va. Et voilà, donc c'est comme ça aussi que ça s'est passé, mais j'avoue que je souffre beaucoup parce qu'on a fait une SA en plein été, donc pour vous dire, j'ai eu mes comptes début septembre. Non mais vous vous rendez compte, 2 mois avant l'événement. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et même encore aujourd'hui, c'est le Crédit Suisse, je ne sais pas s'il y en a des gens du Crédit Suisse, très très compliqué. Voilà, donc c'est plein d'embûches. Enfin, voilà, c'est plein d'embûches, c'est extrêmement compliqué. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais il faut arrêter quoi, c'est pas... Pourquoi? Pas pourquoi. Mais je crois que la réponse, ça sera parce que j'aime ça quoi. Parce que j'aime ça, parce que moi je suis une bâtisseuse, j'aime prendre des projets, j'aime les imaginer, j'aime les concevoir, et j'aime les planter et les faire grandir. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc on ne fait pas, je crois. Y a-t-il encore des questions? Tu as été pendant 22 ans très engagé, on te connaît tous, mais employé. Tout à fait. Et là, voilà, ta casquette de patron. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a changé pour toi, si ça a changé quelque chose. Et alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que je parlais de ça avec mon mari justement, qui me disait mais... Elle m'a téléphoné. Non. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, moi, donc j'étais à la présidente de la fondation de la haute horlogerie, que j'ai pris en 98, on était 3, et je suis partie en 2000, on était 35. J'ai mis les bureaux au pont de la machine, vous savez la cité du temps, ça s'appelle les arcades des arts maintenant. Donc voilà, j'ai fait que Genève devienne la capitale mondiale de l'horlogerie, puisque Bâle n'existe plus. Donc voilà, ça, in fine, je l'ai fait. Donc on ne me l'enlèvera pas. Et en fait, oui, j'ai géré ça comme ma petite entreprise. En fait, je me rends compte que depuis 25 ans, j'ai l'impression que c'était ma petite entreprise. Juste en 2020, on m'a dit, mais non, en fait, c'est pas ta boîte. Ah, ok.
Et voilà, c'est compliqué. Parce qu'il y a eu des changements de direction. Et moi, j'ai toujours géré comme si c'était ma boîte. Non pas que je faisais n'importe quoi et que je me permettais de... Mais j'étais tellement investie là-dedans qu'au bout d'un moment, on se dit, mais ça... c'est comme ça, quoi, ça va pas changer. Et puis voilà, puis il y a des signaux faibles que vous n'entendez pas et vous ne voyez pas, que... Puis voilà, et puis voilà, et puis un jour, tu te dis, mais attends, mais c'est bon, tu te calmes, c'est pas ta boîte. Hein. Tu vas là, tu bouges pas. Ah ben non, je suis pas d'accord. Et voilà, et à partir du moment où on n'a plus les rênes, moi je reste pas. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, donc du coup, en fait, je fais ce que j'ai toujours fait, mais avec les difficultés effectivement de l'entreprise, qui pour moi n'étaient pas des difficultés, puisque j'étais appuyée à un grand groupe de luxe, parce que la fondation c'est Richemont derrière, le groupe Richemont, et c'est vrai que là, je me rends compte qu'en fait, c'est super confortable quand même d'avoir un grand groupe, même s'il y a de la compliance, qu'il faut demander l'autorisation pour tout, que les délais prennent, voilà, qu'on gère qu'on fasse notre vie en réunion, qu'on fait du reporting, enfin bon voilà, je ne vais pas vous raconter le bonheur d'être dans un grand groupe financier, mais voilà, et en fait, voilà, donc aujourd'hui, en fait, ma difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de le faire pour de vrai, c'est-à-dire d'être vraiment entrepreneur pour de vrai, avec son quotidien, ses soucis aussi administratifs, juridiques, fiscaux. C'est ça presque qui me pèse le plus à moi, parce que c'était pas vraiment... voilà, moi je suis plutôt un développeur, quoi. Je suis plutôt une bâtisseuse, et donc tout ce côté administratif qui freine, j'ai de la difficulté là. Peut-être pour parfaire tes propos, tu as parlé plusieurs fois de réseau. Le cercle des dirigeants d'entreprise est un réseau, est un club d'affaires. Peut-être un mot là-dessus, sur l'importance de ce que tu as construit avant et comment. Oui, oui c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'étais dans une position où les gens venaient plutôt vers moi. parce que voilà, j'organisais un grand salon, j'étais à la tête d'une autre fondation, qui est la fondation Michelangelo, qui a organisé un très bel événement à Venise qui s'appelle Homo Faber, qui est une biennale des métiers d'art. Donc c'était plutôt moi qui étais sollicitée, je veux dire, et donc mon réseau il s'est fait aussi, voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on n'est pas en recherche de réseau, en besoin de réseau, on n'a pas, on subit le réseau, j'allais dire. Et j'ai plutôt subi le réseau pendant toutes ces années, honnêtement. Et maintenant, je me rends compte à quel point c'est précieux, le réseau. Donc finalement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelque part ce réseau qui s'est construit, j'allais dire presque malgré moi, parce que c'était ma position qui a fait que j'ai bâti ce réseau. Et puis c'est vrai que maintenant, je suis très contente de l'avoir, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir du réseau, on se rend compte, c'est évident. Merci beaucoup. Alors, avant l'applaudissement que tu me dis tant, ici, les conférenciers viennent parce qu'ils ont une baguette magique. Voilà, tu as une baguette magique. Ouais. Maintenant, tout de suite. Un vœu, tu en fais quoi? Ouais, j'ai tellement de choses à changer. Que cette guerre en Ukraine cesse, parce que je pense qu'elle est dommageable pour tellement de choses et elle implique tellement de choses au-delà du désastre humanitaire et de la guerre, quoi, de se dire qu'on est au XXIe siècle et qu'il y a encore des guerres de terrain, des gens qui sont massacrés, c'est hallucinant. On pensait que la barbarie, mais en fait l'humanité n'apprend rien. Alors bon, je vais dire des choses très banales, hein, mais ça m'effare toujours. Et puis voilà, donc cette guerre s'arrête. Parce que c'est pas possible, les conséquences qu'elle a en termes, en fait, on est en train de priver l'Europe, essentiellement l'Europe, de nourriture, de chauffage et d'argent. Donc c'est compliqué, Je veux dire, après, voilà, quelle va être l'issue, c'est compliqué. Voilà, donc mon choix, c'est que ça s'arrête. Ma baguette magique, c'est que ça s'arrête.
Merci beaucoup. Fabienne, plein succès pour la semaine prochaine. Bravo.